Ma part de vérité reçoit pour vous un professeur titulaire de mathématiques. Ce professeur titulaire de mathématiques a un parcours séduisant et passionnant. Il s'agit du professeur Stanislas Ouaro, devenu ministre en charge de l'éducation nationale du Burkina Faso en février 2018 après une longue carrière universitaire. Entre 2012 et 2018, il a été le président de l'université Ouaga II, actuellement à l'université Thomas Sankara. Auparavant, l'éminent mathématicien a occupé plusieurs fonctions, plusieurs postes d'enseignement d'administration à l'université Joseph Kizerbo. Il est largement connu et a également été le président du bureau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, grand défenseur de l'éducation et de l'égalité. Professeur Stanislas Ouaro a reçu plusieurs prix universitaires au Burkina Faso et ailleurs. Il sera question avec lui de parler de son parcours, sa passion pour les sciences exactes et quel est l'avenir des mathématiques au Burkina Faso. Bonjour professeur. Bonjour. Merci encore une fois de plus d'accepter notre invitation. Vous continuez de dispenser des cours à l'université, mais avant de nous plonger réellement dans votre parcours, la première question que j'ai envie de vous adresser, c'est quel est le quotidien d'un professeur de mathématiques? Alors, le quotidien d'un professeur, on va dire professeur titulaire de mathématiques. Exactement, Tout professeur à titulaire fait. de mathématiques. Voilà, donc, qui est d'abord un enseignant-chercheur. Oui. Et qui dit enseignant-chercheur dit enseignement et recherche. Donc, le quotidien du professeur titulaire, c'est l'enseignement d'abord. Ok. Et ensuite, la recherche. Ok. Donc, la recherche avec des collaborateurs, mais aussi la recherche pour l'encadrement d'étudiants en thèse, en master. Donc le quotidien, c'est ça, donner des cours, puisque en tant qu'enseignant-chercheur et professeur titulaire donc, dans une université publique, donc les textes réglementaires prévoient donc, un volume horaire à exécuter en termes d'enseignement déjà. Et puis bon, le reste du temps est consacré à la recherche. Donc un prof titulaire de mathématiques Ok. enseigne Oui. et ensuite fait de la recherche et de l'encadrement en master et en doctorat. Ok. Est-ce que vous arrivez réellement à allier recherche et enseignement? Parce que Ah le oui, plus oui. souvent, il y a beaucoup qui se plaignent comme quoi c'est pas facile d'encadrer et puis de dispenser les cours. Bon, en fait, ça dépend. Ça dépend de... Et ça, c'est valable pour tous les métiers possibles, hein. Ok. Voilà. Malheureusement, dans nos pays, pour la plupart des gens, ils embrassent des métiers qu'ils n'aiment pas forcément. Parce que, bon, il faut se caser, il faut avoir un emploi, il faut pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille. Et donc, je voudrais dire que tout métier a besoin de passion. Et quand vous êtes passionné par votre métier, ça ne pose plus de problème. Ce n'est pas un sacerdoce, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une charge. Et donc, c'est une passion et donc ça se passe bien. Et moi, c'est mon cas. Et moi, j'ai allié, et je continue de le faire un peu. Mais sinon, j'ai toujours allié Oui. pendant 20 ans enseignement, recherche et administration. Ok. Voilà, puisque j'ai occupé des fonctions d'abord, dès qu'on m'a recruté en 2002, Oui. j'ai été donc nommé coordonnateur de la section informatique pour mettre en place la section informatique de l'Institut burkinabé des arts et métiers. Après, j'ai occupé le poste de directeur adjoint de l'Institut. Après, le poste de directeur, avant d'aller comme président d'université et ministre. Et pendant tout ce temps, je continuais d'assurer mes charges académiques. Et même au-delà, parce que j'appuyais d'autres universités, comme l'université Najib Boni. Ok. Et puis, certaines universités privées aussi. Et donc, j'ai allié même 3. Donc, c'est possible, mais c'est vrai que ça nécessite vraiment une discipline et une hygiène donc, de vie qui vous permet donc de ne pas gaspiller votre temps à faire autre chose, mais vous consacrer donc à ces différents. Donc, si c'est possible d'allier les 3, pourquoi pas les 2? Ok. Professeur, on sait que vous êtes allé à l'école très tôt. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu de votre parcours? Parce qu'on dit que vous êtes l'un des plus jeunes agrégés en mathématiques aussi. Bon, d'abord, avant peut-être de parler un peu de... Ça me gêne un peu, mais comme l'émission l'exige, Oui. donc je vais me prêter à l'exercice. Oui. Mais avant, je voudrais préciser que en fait, il y a une confusion. Donc, il y a l'agrégation, on a l'agrégation du secondaire Oui. et on a l'agrégation au niveau du supérieur. Au niveau de l'enseignement supérieur, Oui. lorsque vous êtes recruté
avec un doctorat, vous êtes assistant, nommé assistant, et vous devez rester dans ce corps pendant 8 ans, sinon après on vous considère comme non actif dans la recherche, et donc vous êtes rétrogradé comme assez à temps plein et consacré uniquement à l'enseignement, et tous les avantages liés à la recherche, vous les perdez. Et maintenant, pour passer d'assistant à maître assistant, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et quand vous passez maître assistant, pour passer donc maître de conférence, vous avez 2 voies dans certaines disciplines, en sciences économiques, en gestion, en droit et en médecine, pharmacie, odontostomatologie. Ils ont 2 voies pour passer de la maîtrise d'assistant à la maîtrise de conférence, soit le concours d'agrégation, qui est un peu plus rapide et qui a ses exigences, soit passer par ce qu'on appelle la voie longue, c'est-à-dire publier beaucoup plus et puis aller déposer ses dossiers sur la base d'un certain nombre de critères. Par contre, pour les autres disciplines, il n'y a pas d'agrégation, donc c'est la maîtrise d'assistanat après la maîtrise de conférence. Et là, vous avez maintenant l'autorisation de pouvoir encadrer des thèses et des masters. Et à partir de ce moment, vous le faites et puis vous passez professeur titulaire. Et là, le passage est le même pour toutes les autres disciplines. Ce qui fait que vous allez voir en économie, en gestion, en droit, en médecine, humaine, animale, en pharmacie et en odontostomatologie. Donc des professeurs agrégés. Et qui sont maîtres de conférences, en fait. C'est des maîtres de conférences agrégés et des maîtres de conférences tout court. Donc, c'est la même chose, mais en fait, les critères de passage, les conditions sont un peu différentes. Mais ça vous confère les mêmes paliers. Et puis après, vous passez à la titularisation. Donc, effectivement, on dit que j'ai été l'un des plus jeunes à passer. C'est possible. Je n'ai pas cherché à le savoir. C'est vrai que à l'époque, quand je passais professeur titulaire, on a un collègue qui disait qu'il était le plus jeune. Et il y a des collègues qui m'ont dit, mais il faut quand même réagir pour dire que c'est plutôt toi et tout. Non, je n'ai pas cherché à savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Parce que ce n'est pas cela qui est important. Moi, je dirais que j'ai eu la grâce je ne dis pas la chance, parce que mon éducation religieuse m'amène à dire que tout ce qui arrive est grâce. Voilà, est grâce divine. Et donc, moi, j'ai eu cette grâce parce que quand j'avais 4 ans, donc, on n'avait pas de personne à la maison pour me suivre, pour s'occuper de moi. Et donc, c'est ainsi que ma maman, qui était institutrice en Côte d'Ivoire à l'école Notre-Dame des Apôtres, donc, a décidé de m'amener avec elle et de m'inscrire. Et donc, la sœur directrice a accepté qu'on m'inscrive comme auditeur libre. Et il semble qu'à la fin de l'année, j'ai été premier. Et donc, la sœur a dit, bon, on ne peut pas laisser passer tous les élèves et puis le laisser parce qu'il est très jeune, à 4 ans, alors qu'il est le premier de la classe. Donc, allez, on va le mettre, il va passer aussi. Et donc, je suis passé. Et ma maman m'a suivi jusqu'au CE1 pour s'assurer que ça allait. Puis, elle m'a laissé continuer. Donc, c'est pour cela que, sinon, dans la famille, donc, tous mes frères et sœurs, mon grand frère, mes petits frères et sœurs, sont allés à 5 ans à l'école et moi à 4 ans. Voilà. Et comme j'ai fait un parcours sans redoubler, donc ce qui fait que effectivement j'ai obtenu des diplômes assez jeunes. Mais ça, c'est effectivement, à l'époque, c'était assez rare. Et donc, on apparaissait comme des stars en guillemets. Je me souviens que lorsque je suis arrivé à Dédougou pour faire la seconde, j'avais 14 ans. Et donc, au lycée, c'était un sujet de discussion. Il y a des élèves qui venaient au niveau de la fenêtre de la classe pour voir est-ce que c'est vrai. Et puis, bon, je voyais des doigts qui m'indexaient. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment courant. Hein. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui vont à 4 ans, qui ont le bac à 17 ans. Il y en a même qui ont le bac à 16 ans, à 15 ans. Donc, c'est assez courant. Donc, ce n'est plus tabou. C'est comme écrire avec la gauche. À l'époque, c'était interdit. Et donc, on mettait un symbole sur la main pour empêcher donc ceux qui étaient gauchers d'écrire avec la gauche. Voilà, on les frappait et tout. Et malheureusement, on a perturbé beaucoup d'enfants parce que vous voyez que la main gauche est commandée par l'hémisphère cérébral droit et vice-versa. Et donc, quand vous perturbez comme ça perturbe l'enfant. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui écrivent avec la gauche maintenant, comme ce n'est plus un tabou. Donc, voilà un peu mon parcours.
Voilà ce qui m'a donné cette grâce-là de pouvoir aller plus tôt que mes autres frères, Ok. donc avoir un an d'avance sur eux. Oui. Voilà. Ok. Mais professeur, on sait que papa était un professeur de mathématiques. Est-ce cela qui vous a fait aimer les maths ou bien c'était un choix délibéré? Non, 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 ça n'avait pas de rapport. Ok. C'était pas de rapport du tout. Papa n'a pas influencé vos choix. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais très à l'aise à l'école primaire. Je me souviens, quand j'étais au CE2, je corrigeais des problèmes de CM1 pour des élèves à l'école NDA. On m'amenait corriger pour dire aux élèves qui ne travaillaient pas bien. Je m'arrivais à corriger et puis bon, on me donnait de l'argent. Ça, je me souviens de ça. Ok. Donc, j'étais plus à l'aise en mathématiques. Oui. Et au lycée aussi, donc au premier cycle, c'était la même chose. Et en français, c'était compliqué parce que bon, on avait la dictée. Moi, j'étais pas bon du tout en dictée. Ok. J'avais très souvent 0 en dictée. Et je me souviens que je me suis plaint auprès de mon papa en lui disant, bon, moi, vraiment, je comprends pas. Je fais des efforts, mais en dictée, vraiment, ça va pas. Et donc, ça baisse ma note de français. Il m'a dit, non, c'est pas un problème. Quand tu vas avoir ton BPC, à partir de la seconde, il n'y a plus de dictée. Là, c'est résumé, Discussion. contraction de texte, discussion, commentaires composés, Oui. etc. Et là, ça devrait aller, mais il faudra lire. Et je me souviens que lorsque j'ai eu le BPC, je suis allé à Dédougou. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC. Oui. Je pense qu'ils existent toujours. Toujours, oui. Et donc, moi, je m'étais abonné. Et donc, pendant les vacances, je dévorais beaucoup d'ouvrages Oui. comme les lettres persanes, les bouts de bois de Dieu, une si longue lettre de Mariam Abba, etc. Donc, les 30 dessins de Wangré et tout ça. Oui. Diamoudou. Voilà, et donc ça m'a aidé. Et à partir de la seconde, j'ai commencé à avoir de bonnes notes aussi en français. Ok. Et donc c'est un peu comme ça. Il n'y a pas eu d'influence du tout du papa. Mais Et est-ce même au-delà, je Oui. ne voulais pas faire mathématiques. Ok. Voilà, je voulais pas. Parce que comme je faisais le bac à 17 ans, mon rêve c'était de faire médecine. Parce qu'on dit la médecine c'est long. Oui. Donc c'est 8 ans. 7-8 ans. Et donc, j'ai dit, bon, quand tu as 17 ans, tu vas faire 8 ans, tu sors à 25 ans, mais c'est bon, toujours très jeune. Et donc, moi, je voulais faire médecine. Mais j'ai été orienté en mathématiques, au regard Donc, des votre moyennes choix que j'avais. n'a pas été respecté. Non, pas du tout. Et je voulais même changer mon choix à l'époque. Mais on m'a dit, bon, c'est possible, tu peux faire la demande de changement de choix, mais ça prend souvent du temps. Ok. Et ça peut sortir, le résultat peut sortir en fin novembre. Pendant ce temps, vous avez octobre, novembre, vous avez fait 2 mois de cours. Donc, tu seras où? Est-ce que tu seras en médecine ou à la faculté des sciences et techniques à l'époque? Donc, où on m'avait amené en maths physique. Et donc, si les résultats n'étaient pas bons, alors que je suivais les cours en médecine, j'avais perdu 2 mois C'est ça. en maths physique, il fallait repartir, et vice-versa. Et donc, pour ne pas prendre des risques, j'ai décidé de rester. Et je ne regrette pas ce choix que j'ai fait parce que bon, ça me plaît bien. Ok. Professeur, dites-nous comment est née votre passion pour les sciences exactes. Bon, la passion, c'est progressif, c'est-à-dire que quand les aptitudes sont là, et puis ça se passe très bien en classe, Oui. donc du coup, donc la passion, elle va naître. Comme j'ai dit, moi je voulais faire médecine, après je me suis inscrit, et puis bon, j'ai pris goût, et puis c'était très bien. Ça, c'est vrai que c'était pas très facile. Mais ça s'est bien passé. Et donc, cette passion pour les sciences exactes, comme vous le dites, Oui. c'est l'exactitude aussi. Ok. Parce que, bon, pour ce qui est des lettres, là, c'est assez subjectif. C'est-à-dire, vous faites un raisonnement, vous écrivez des choses, et puis, bon, c'est apprécié. Ça peut être très bien apprécié moyennement en fonction de celui qui apprécie. C'est ça. Alors que pour les sciences exactes, si c'est deux, c'est deux. Deux, c'est deux. Donc, si vous deviez trouver deux, vous avez trouvé deux. Qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, Oui. c'est deux, vous avez trouvé, vous avez vos points. Et donc, ce caractère objectif Oui. et exact, donc des sciences exactes, ça me passionne, ça me rassure, et ça, c'est ce qui m'a amené à poursuivre dans ce que je fais aujourd'hui. Ok. Professeur, on dit que chaque fois vous êtes en réflexion permanente, car avec les sciences exactes, il y a moins de repos. Que répondez-vous à ceux qui disent comme ça? Non, c'est pas faux, c'est pas très faux. Et en particulier les mathématiques, hein, on les considère comme des sciences jalouses. C'est ça. C'est-à-dire que si nous publions des travaux scientifiques, nous obtenons des résultats, nous démontrons un certain nombre de résultats qui sont nos résultats à nous. Et si moi, par exemple, je fais 1 ou 2 ans sans regarder un résultat que j'ai conçu et publié,
ben, je vais oublier. Et donc, il faut toujours entretenir le cerveau à la réflexion, sinon on désapprend et ça peut devenir fatal lorsque vous faites des sciences. Ok. Donc, la réflexion, effectivement, elle est permanente. Mais comme j'ai dit, si vous aimez ce que vous faites, du coup, la permanence de la réflexion ne devient plus, on va dire, une corvée, mais ça devient un jeu qui vous passionne et puis donc vous êtes dedans chaque fois. Ok. Professeur, quand on parle de sciences exactes, on parle de publication. Est-ce qu'il y a une publication en tant que chercheur qui a marqué votre séduisant parcours de chercheur? Ouais, ça, c'est une question assez difficile parce que répondre à cette question Oui. peut frustrer certains collaborateurs avec lesquels on a publié. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on continue de faire aujourd'hui, ça me séduit, ça me plaît bien. Mais faire un choix parmi tout ce que nous avons publié et tout ce que C'est un peu nous difficile. publions, moi, je penserais à un travail récent que nous n'avons pas encore publié, mais que nous allons publier bientôt Oui. sur l'utilisation des mathématiques pour traiter des images. Ok. Donc, vous avez des images dégradées et on souhaite rétablir la vraie image derrière. Donc, ça peut aider, par exemple, les archéologues, ça peut aider la photographie, ça peut aider donc l'imagerie médicale et qui aujourd'hui est essentielle pour le diagnostic précis des tumeurs et de maladies. Et donc, nous avons appliqué justement donc, des équations aux dérivées partielles non linéaires pour le traitement donc, d'images, pour optimiser les images qui sont dégradées. Et nous avons obtenu des résultats qui montrent que nos résultats sont encore meilleurs en termes du nombre de pixels que nous obtenons par rapport à ce qu'on a dans la littérature. Ouais. Et moi, ce travail m'a beaucoup séduit. Ok. Et j'ai vraiment aimé. Mais rassurer mes collaborateurs Ouais. et mes étudiants que tout ce que nous faisons me plaît Ok. et me séduit. Mais ce travail particulièrement là, parce que j'ai beaucoup pensé à faire des choses comme ça. Et je m'intéresse de plus en plus, par exemple, à la contribution des mathématiques Oui. à la lutte contre le cancer. Et ce genre de choses devrait pouvoir intervenir aussi parce qu'un diagnostic précoce de certaines tumeurs cancéreuses peut aider à arrêter donc l'évolution de la maladie. Ok. Professeur, d'aucuns n'hésitent pas à dire que les mathématiques servent seulement à calculer, à pouvoir faire compter son argent. Et souvent, des élèves qui demandent les LN1, LN2, qu'est-ce que ça sert concrètement dans Les la vie limites, tout pratique, les ça. limites, tout ça. Et quand vous entendez ça, que répondez-vous à ceux qui pensent ainsi? Parce qu'on Bon, remarque qu'il y a de plus en plus, il y a moins d'engouement pour les jeunes vers ce secteur, ce domaine de mathématiques-là. Est-ce que c'est pas tout ça qui fait que les gens ne perçoivent pas réellement l'utilité fondamentale des mathématiques? bon, il y a d'abord la façon dont les mathématiques sont enseignées. Ouais. Et il faut que les enseignants arrivent à montrer les utilités, les différentes utilités des mathématiques Ok. aux élèves et aux étudiants. Et ça peut aider justement à les élèves et les étudiants et même le commun du mortel à comprendre l'intérêt des mathématiques. Ça, c'est important. Il y a aussi les choix politiques. Donc, il faut que les sachants en mathématiques puissent orienter les décideurs politiques qui ne sont pas forcément des mathématiciens, qui n'ont pas forcément la connaissance, à comprendre l'intérêt des mathématiques, la nécessité de mettre les mathématiques au centre des priorités. Et ça, c'est important. Maintenant, pour ceux qui le disent, ils n'ont pas forcément tort parce qu'ils ne savent pas. Il y a plusieurs niveaux. Oui. Déjà les calculs, Oui. donc vous prenez les commerçants, les boutiquiers et autres, peut-être vous et moi, on a besoin de savoir calculer pour pouvoir gérer notre argent, pour pouvoir payer nos factures, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Ouais. Et donc à partir de ce moment, on peut dire, bon, juste apprendre le calcul, ça suffit. Ça, c'est pour ces personnes, ce qui n'est pas faux. Après, en montant progressivement, vous prenez par exemple des sociologues, des psychologues, des médecins, etc., qui ont besoin par exemple de faire des enquêtes d'opinion ou des enquêtes pour pouvoir donc se projeter.
et pouvoir dire, bon, pour par exemple telle maladie, on a 30% de Burkinabés qui vivent avec telle maladie, et donc ça peut être une urgence sanitaire, etc. Et eux, ils ont besoin donc de statistiques. Donc on monte progressivement, et le choix de l'échantillon adapté pour que les résultats permettent une prise de décision fiable. Donc le calcul de la taille de l'échantillon, c'est des mathématiques, donc d'un certain niveau. On dépasse les petits calculs dont je parle. Et donc on monte progressivement. Vous savez aujourd'hui que les fractales. Alors les fractales, c'est quoi? Ce sont des formes géométriques qui se répètent indéfiniment et de plus en plus petites. Donc ça donne des formes géométriques assez complexes. Mais aujourd'hui, les fractales, l'étude des fractales, en fait, c'est l'étude des fonctions complexes. Donc pour ceux qui ont fait la terminale scientifique, D, C, D, E, etc., donc ils ont étudié les nombres complexes. Donc on nous a dit toujours que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Et donc on a créé un nombre qu'on appelle l'imaginaire, un imaginaire pur, qui est I, dont le carré est égal à -1. Donc quand vous avez -1, vous le remplacez par I au carré, et donc la racine va vous donner plus ou moins I. Et donc c'est un imaginaire. Donc on va dire, bon, on se plonge dans le monde des imaginaires, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'imagination comme on le dit, mais les fonctions f de C dans C, qui à Z en fait correspondent donc à une fonction. La représentation graphique de ces fonctions-là, les représentations graphiques de ces fonctions-là vous donnent donc des images qu'on appelle des fractales, que j'ai décrites tantôt. Et aujourd'hui, les fractales sont utilisés, par exemple, dans l'électronique. Lorsque, par exemple, les récepteurs, là, donc quand c'est conçu sous forme de fractale, ça permet de balayer un grand champ de réception donc d'ondes, et donc d'avoir donc une réception plus adaptée que ce qu'on faisait auparavant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de récepteurs ne sont plus des paraboles. Ça, souvent, vous allez voir même dans la ville. Vous avez vu dans la ville, là, on a dessiné des arbres avec des feuilles artificielles et autres. C'est des fractales. Dans la médecine, c'est utilisé parce que la structure du poumon est considérée comme une fractale. Donc, c'est utilisé là-bas. Dans l'imagerie médicale, les fractales permettent d'améliorer la qualité des images. Lorsque vous concevez des murs sans bruit, par exemple, pour avoir un studio où il n'y a pas de bruit, les gens utilisent les fractales pour fabriquer des murs sans bruit qui permettent donc d'éliminer. Donc, les fractales sont utilisés. Quand vous prenez les transactions financières aujourd'hui avec la notion de crypto-monnaie et autres, là, dans crypto-monnaie, il y a cryptographie. Donc, c'est des processus et des protocoles cryptographiques qui favorisent et qui permettent donc les transactions financières sécurisées. Et ça utilise des mathématiques sophistiquées, comme la factorisation première ou la cryptographie à courbe elliptique. Donc ça, c'est des mathématiques d'un certain niveau, mais qui sont utilisées là-bas. Quand vous prenez la notion des limites, les ingénieurs, pour la conception d'un bâtiment à 30-40 étages, ils ne peuvent pas faire les calculs les calculs de résistance des poutres, etc. comme ça. Donc, ils utilisent la notion de limite. Donc, ils essaient de créer des mèches. Donc, on va compartimenter donc, la surface ou l'espace en des petites mèches. Et puis après, donc, on passe à la limite. Donc, les limites aussi sont utilisées à ce niveau-là par les ingénieurs. Quand vous prenez les ingénieurs en aéronautique, pour la conception des avions, ils utilisent les calculs des limites sur des modèles mathématiques, et puis ils conçoivent, donc ils simulent, ils regardent sur l'ordinateur, est-ce que ces avions conçus là peuvent supporter une charge de telle quantité sans crasher, sans que l'avion y ait un crash, etc. Donc les mathématiques sont partout alors. Ah oui, oui. Mais ça dépend des niveaux. Donc je suis d'accord que quelqu'un qui s'est limité au CM2 peut considérer que ça n'a pas d'intérêt. Quelqu'un qui s'est limité au bac, quelqu'un qui est allé un peu à l'université. Mais les mathématiques sont partout. On parlera peut-être de l'intelligence artificielle, mais les mathématiques sont au centre de l'intelligence artificielle. Voilà, l'apprentissage profond, là, c'est basé sur quoi? C'est basé sur l'algorithme de descente du gradient. Donc, alors que l'algorithme de descente du gradient, c'est quoi? C'est
on va dire, minimiser une fonction coût de façon à minimiser les erreurs prédictibles, de façon à pouvoir se rapprocher davantage de la réalité. Donc les mathématiques sont au cœur d'énormément de choses, apparaissent dans énormément de domaines. Même dans le système boursier, quand vous regardez les courbes boursières, là, elles se répètent à l'infini, elles se comportent comme des fractales. Donc les fractales aussi sont utilisées là-bas. Donc il y a beaucoup d'applications possibles. Je ne peux pas tout citer. Il y en a énormément. Je peux citer celles que je connais. Mais les mathématiques sont au cœur de beaucoup de choses. Mais il faut pouvoir l'expliquer aux décideurs politiques pour qu'ils comprennent que les mathématiques doivent être une priorité. Parce qu'au carrefour donc, de l'innovation et du raisonnement. Et puis, bon, dans nos méthodes d'enseignement, il faut pouvoir introduire régulièrement l'intérêt qu'on a à étudier tel domaine des mathématiques, telle discipline, etc. etc. Okay. Professeur, en quoi les mathématiques peuvent être utiles pour le développement d'un pays comme le Burkina Faso? Vous voyez, déjà j'ai donné un certain nombre d'applications et d'intérêts, mais aujourd'hui, les pays développés et qui gouvernent le monde sur deux grands aspects. Sur l'aspect politique et sur l'aspect économique. Donc sur l'aspect politique, les pays qui décident et qui gouvernent le monde aujourd'hui sont les pays qui détiennent la bombe nucléaire. La bombe H aussi, hydrogène aussi. Mais ces pays-là, quels sont ces pays? Vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan, vous avez la France, vous avez le Royaume-Uni et puis la Corée du Nord. Même si on semble dire que ce n'est pas sûr, je pense que la Corée du Nord détient la bombe atomique. Et ces pays-là font ce qu'ils veulent, décident de tout. C'est eux qui commandent le monde aujourd'hui et qui orientent. C'est eux qui imposent même la marche financière, la marche politique. C'est eux qui décident qu'est-ce qui est politiquement correct, qu'est-ce qui n'est pas politiquement correct. Voilà. Et puis Israël, j'avais oublié, Israël aussi qui détient l'arme nucléaire. Voilà. Donc ces pays-là détiennent l'arme nucléaire, mais l'arme nucléaire, là, il y a par exemple un mathématicien du nom de John von Neumann, qui est américano-hongrois, mais qui a participé à la conception de la bombe nucléaire aux États-Unis. Parce que derrière la bombe nucléaire, il y a des formules. Et ces formules-là, c'est des mathématiques. Et donc aujourd'hui, si on souhaite détenir la bombe nucléaire, ou même faire du nucléaire civil, comme cela a été une orientation et, on va dire, une volonté politique des autorités aujourd'hui, mais derrière tout cela-là, pour avoir le nucléaire, pour le développer, l'entretenir et autres, derrière, on a besoin des mathématiques. Donc, les mathématiques sont essentielles au développement. Ça, c'est l'aspect politique. Mais aujourd'hui, au niveau de l'aspect financier, aujourd'hui, là, le monde est gouverné par les géants du numérique. Et en Occident, c'est les GAFAM. Les GAFAM, c'est quoi? C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Meta. Et vous avez l'équivalent en Asie, en Chine principalement. Vous avez ce qu'on appelle les BATX. Donc vous avez Baidu, qui est un moteur de recherche équivalent de Google. Vous avez Alibaba, qui fait la vente en ligne comme Amazon. Voilà. Vous avez Tencent, donc qui est un réseau social comme Facebook, mais qui a un spectre encore plus large que Facebook. Et puis vous avez Xiaomi, qui est l'équivalent de Apple. Et ce sont ces firmes-là qui gouvernent le monde aujourd'hui. Alors que l'ère du numérique aujourd'hui est tenue par l'innovation et le raisonnement. Et les mathématiques sont totalement derrière cela. Voilà. Tout ce que j'ai cité là, vous avez derrière ça des mathématiques qui sous-tendent et qui entretiennent. Et même les transactions, je vous ai montré comment donc, la cryptographie donc, intervient. C'est des mathématiques d'un certain niveau. Je vous ai parlé de l'intelligence artificielle avec l'algorithme de descente du gradient, qui est essentiel pour développer des intelligences artificielles et pour les entretenir. Alors que toutes le big data, big data, ça c'est anglais, mais en français ça veut dire quoi? Grande base de données. Mais les bases de données, c'est quoi? Derrière les bases de données, c'est des mathématiques. L'analyse des données,
c'est complètement des mathématiques, avec la notion d'analyse en composantes principales, analyse factorielle des correspondants, classement, etc. Derrière cela, vous avez des mathématiques. Même l'informatique, là, à la base, là, c'est l'algèbre de Boole, 0,1,0,1. Donc, les mathématiques sont au cœur donc, de tout. Et donc, si on veut se développer, il faut effectivement développer une école mathématique de qualité, mais travailler à ce que les mathématiciens puissent s'épanouir dans des unités mixtes de recherche. C'est-à-dire que unité mixte de recherche, vous avez des unités de recherche où vous avez des mathématiciens, vous avez des informaticiens, vous avez des économistes, vous avez des gestionnaires et autres. Et ce mélange-là permet d'aborder des questions fondamentales et de faire en sorte que les innovations qu'on va apporter permettent donc nous permettre de nous développer. Imaginez un jour qu'un Burkinabé puisse concevoir donc une innovation numérique, donc qui deviennent un titan comme Amazon ou bien comme Google. Vous voyez les retombées financières pour le Burkina Faso. Voilà. Donc je pense que c'est essentiel effectivement que on puisse comprendre cela et mettre les mathématiques au cœur. Je ne défends pas ma discipline. Oui. J'ai même dit au départ que je voulais faire la médecine. Oui. Mais je parle d'une réalité. Okay. Et la réalité aujourd'hui, c'est ça. Okay. Voilà. Donc, pour être au rendez-vous au carrefour il n'y a pas d'autre choix. Au rendez-vous, on n'a pas le choix que d'aimer les mathématiques. Mais c'est cela. Vous prenez la Chine. La Chine a été constituée en 1949. Oui. Ça doit être le 1er octobre, si je ne me trompe pas, par Kim Il-sung avec ses camarades. Oui. Ils ont détruit les dynasties. Ils ont fait tomber les dynasties et ils ont reconstitué donc, ce qu'ils appellent aujourd'hui la République populaire de Chine en 1949. C'est ça. Mais il n'y a pas très longtemps où en Chine, il y avait des gens qui mouraient de faim, il y avait des difficultés énormes. Mais 49 à aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 76 ans. Donc en 76 ans, la Chine est devenue la deuxième puissance militaire et économique du monde. Et les mathématiques y ont contribué. Mais totalement. Ce que je vous dis, aujourd'hui, ils ont BATX. BATX, là, c'est les géants du numérique. Et derrière le numérique, là, ce sont des chiffres, des données qu'on manipule. C'est ça. Donc, pour pouvoir extraire des données, les questions d'extraction des données, c'est des mathématiques. L'amélioration, par exemple, de la capacité de calcul des ordinateurs. Vous avez des mathématiques derrière. Et ils ont travaillé, continuent de travailler dans le silence, à développer tout cela, des technologies. Même les composants électroniques qui sont utilisés aujourd'hui pour fabriquer, en fait, les terres rares utilisées pour fabriquer les composants électroniques et tout. Mais il y a des formules derrière. Et c'est des mathématiques. Et donc, on ne peut pas se développer si on met de côté, justement, les sciences, la technologie, l'innovation et les mathématiques. Parce que l'innovation se base sur le raisonnement. C'est ça. Et la réflexion sur des problèmes complexes nécessite, justement, qu'on fasse travailler des personnes qui savent résoudre des problèmes complexes. Professeur, on voit que réellement aussi vous investissez pour l'égalité au niveau des gens. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on a moins de femmes dans les sciences exactes? Est-ce que ce n'est pas le caractère sélectif ou bien il y a d'autres difficultés? Oui, c'est possible, mais je pense qu'il y a d'abord l'aspect, on va dire, culturel. L'aspect culturel qui a beaucoup joué, où déjà, donc, il y avait un problème même d'égalité de sexe, déjà même à l'école primaire. Là, ça s'est réglé progressivement et on a une sorte de parité. Et puis, bon, on travaille à avoir la parité au poste primaire et ensuite au secondaire. Donc, il y a un peu cela. Donc, il y a le fait que moins de filles accèdent donc à l'enseignement supérieur que les garçons à cause de plusieurs facteurs, des grossesses précoces, des mariages forcés, les difficultés financières des parents qui les amènent à faire des choix de scolarisation d'enfants et en souvent en priorisant les garçons, etc. Mais il y a des efforts qui sont faits pour améliorer. Et quand on aura énormément de filles, donc une quantité suffisante de filles ou une parité des filles-garçons à l'enseignement supérieur, on va ressentir les effets au niveau des sciences exactes. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a des clichés aussi liés aux sciences exactes comme les mathématiques, où on considère les mathématiciens comme des fous, etc. Et donc ça aussi, ça décourage. C'est pour ça que je parle de l'aspect un peu culturel et tout. Ouais. Mais on a de plus en plus quelques filles qui viennent. Mais pour cela, il faut
il faut adopter une politique de discrimination positive. Politique de discrimination positive, je pense que c'est un peu fait en termes de bourse, mais il faut aller plus loin en donnant beaucoup plus de bourses à des filles qui veulent faire des mathématiques, par exemple, si tant est que les mathématiques sont une priorité, et ça permettra de coopter donc, des filles. Sinon, c'est vrai qu'il y en a très peu, mais on commence à en voir. Ok. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites un comeback, est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée dans votre domaine, dans Oui, le oui, domaine oui, oui. mathématique? Dans le domaine des mathématiques, au niveau du supérieur, je peux dire que oui. Mais la question de la relève, c'est une sorte de... C'est quelque chose qui s'entretient de façon permanente. Ok. Voilà. Moi, je peux dire oui au T, mais au T plus 15 ou 20 ans, ça peut chuter si on n'adresse pas les politiques qu'il faut pour maintenir cela. Ok. Voilà. Donc, nos dévanciers ont fait les efforts nécessaires. Donc, je leur tire Je le pose la chapeau. question parce que avant, les gens, ils étaient vraiment contents de dire que je suis le seul dans le domaine, à part moi, il n'y a pas. Mais de plus en plus, on voit que cette façon de voir les choses a évolué. Mais beaucoup, ça a beaucoup évolué. C'est pour ça que je disais tantôt que je tire mon chapeau aux dévanciers qui ont apporté leur contribution, ceux qui nous ont enseigné. Oui, moi par exemple, j'ai été le tout premier à soutenir donc une thèse en analyse. On va dire, parce qu'il y a deux branches, il y a l'algèbre, il y a l'analyse, les grands domaines quoi. Ok. Algèbre, analyse, voilà, le tout premier à soutenir donc une thèse en analyse. Donc avant, on avait des thèses, parce que la toute première thèse qui a été soutenue au Burkina, c'est une thèse en algèbre, c'est le professeur Khalifa Traoré, encadré par le professeur Akri Koulibaly, paix à son âme. Puis après, c'était des soutenances donc en algèbre. Et après, donc moi en 2001, j'ai soutenu donc ma thèse en analyse, qui a été la toute première. Mais aujourd'hui, ça s'est totalement renversé. Et donc, on a sur 10 thèses soutenues dans l'année, on a peut-être 8 en analyse et puis 2 en algèbre. Et aujourd'hui, donc, ça progresse. Moi, j'ai été inscrit professeur titulaire en 2012, après avoir encadré donc 3 étudiants. Et aujourd'hui, je suis à 18 thèses encadrées et une dizaine même personne qui va soutenir sa thèse donc, dans les jours à venir. Okay. Donc ça veut dire qu'après les 3, il y a quand même 15 à 16 qui ont soutenu et je continue d'encadrer alors que je pouvais ne pas le faire autant, je pouvais peut-être prendre une thèse en passant, etc. Donc c'est dire que cette idée d'être le seul là ne m'anime pas et aujourd'hui n'anime pas vraiment beaucoup de collègues. Et donc, il y a une dynamique qui est engagée. Et dans tous les domaines, hein, même dans le domaine des lettres à l'époque, là, très peu de thèses se soutenaient. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, il y a cette dynamique liée aussi au développement du numérique qui favorise l'accès à la documentation, aux travaux, plus qu'avant, parce qu'avant, il fallait donc souvent écrire à des collègues qui étaient dans un pays développé, qui allaient photocopier, mettre à la poste, ça venait, ça pouvait prendre 1-2 mois. Mais aujourd'hui, en temps réel, là, j'ai besoin d'un travail scientifique. En temps réel, je peux l'avoir et puis travailler. Donc ça a favorisé. Mais il y a aussi le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui a imposé un certain nombre de critères de passage des grades. Pour passer de maître à 100 à maître de conférence, il faut co-encadré sous la responsabilité d'un enseignant de rang magistral qui est maître de conf ou prof, au moins 3 masters. Donc, vous apprenez à encadrer déjà. Et puis après, de la maîtrise de conférence à la titularisation, au professorat, il faut encadrer, quand vous êtes enseignant-chercheur, il faut encadrer 2 thèses. Et quand vous êtes chercheur, il faut encadrer 4 thèses. Donc, pour atteindre ce grade, il faut encadrer. Alors que, à l'époque, on n'avait même pas forcément besoin d'encadrer dans certaines disciplines pour devenir professeur titulaire. Et depuis que cela a été imposé, donc il y a une dynamique qui s'est installée. Et donc aujourd'hui, on va dire qu'en mathématiques, la relève est assurée, mais il y a des efforts à faire pour certaines disciplines. Des disciplines comme la géométrie, la cryptographie, l'algèbre, les codes correcteurs. Là, il y a des efforts encore à faire, mais on a des collègues qui sont là, les dévanciers comme le professeur Tapsoba, Théodore, le professeur Moussa Ouattara, le professeur Gérard Kiendegal, le professeur Akri Koulibaly ont apporté une contribution significative.
Il y a le professeur Toula Alfred qui est géomètre, c'était le seul maître de conférence, mais qui est à la retraite, mais qui continue de nous appuyer. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue. Donc, c'est le deuxième qui sera bientôt en activité, parce qu'il y a un qui est en activité à Koudougou. Donc, à ce niveau-là, il y a des efforts qui doivent continuer d'être faits. Mais il y a des collègues qui sont là. À Koudougou, on a le professeur André Konsebo, qui est algébriste, qui encadre. Et donc, il y a des étudiants au fur et à mesure qui soutiennent. Il y a le professeur Joseph Bayara à Bobo. Il y a le professeur Idrissa Kabouré aussi qui encadre. C'est plus lent, mais ça va venir. Donc, à l'époque, l'algèbre, effectivement, dominait, mais ça a été totalement inversé. Donc, mais ça va venir. Et je dirais qu'aujourd'hui, on peut considérer que la relève est assurée. Okay. Professeur, nous sommes dans une situation difficile actuellement. En quoi les mathématiques peuvent-ils être utiles? Est-ce que réellement les mathématiciens peuvent apporter un soutien dans cette lutte, par exemple? Ah oui, forcément. Par exemple, quand vous voulez lancer des obus sur une position ennemie, par exemple, le calcul donc on va dire, de la trajectoire, ça s'appuie sur les mathématiques. L'utilisation des drones pour la surveillance, ça utilise donc derrière donc de l'intelligence artificielle, de l'informatique qui sont basées donc sur des mathématiques. Même le renseignement, même crypter les informations et tout, c'est des mathématiques. Et donc les mathématiques peuvent contribuer et peuvent et contribuent justement à la lutte contre ce fléau. Okay. Professeur, c'est vrai, de plus en plus on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que les mathématiciens peuvent contribuer à permettre aux citoyens burkinabés de mieux s'approprier la chose? Qu'est-ce qu'il faut en faire déjà pour ne pas manquer le rendez-vous? Oui, il faut... Parce que quand on regarde, chaque fois qu'il y a des innovations, l'Afrique en général et nos pays manquent totalement le rendez-vous. Donc pour ne pas manquer ce genre de rendez-vous-là, il faut investir dans l'enseignement et dans la recherche pour développer ces disciplines. Et pour cela, il faut vraiment qu'elles soient, sur le plan politique, considérées comme prioritaires. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le développement de l'intelligence artificielle va bouleverser la structure déjà de l'éducation. Parce qu'elle pourra contribuer à améliorer le système éducatif déjà. Oui. Par exemple, vous avez des expériences d'intelligence artificielle, donc basées sur des expériences d'apprentissage basées sur l'intelligence artificielle, qui vont permettre, par exemple, de pouvoir façonner des contenus adaptés aux besoins des élèves et des étudiants. Et donc, ça va rendre l'éducation assez aisée, engageant, et puis dynamique. Dans le domaine du travail, ça va bouleverser. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a qui vont se créer. Aujourd'hui, on travaille sur les véhicules sans chauffeur. Il y a déjà des trains sans chauffeur qui existent. Et donc, ça va bouleverser ces structures. Et il y a des métiers qui vont certainement résister, comme les métiers dans le domaine de la biologie, dans le domaine du traitement en santé, puisque ces domaines, cette discipline-là devrait pouvoir naviguer dans l'éthique. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas capable de pouvoir le faire. Dans les métiers comme l'énergie, par exemple, voilà, aujourd'hui, il y a des grandes questions liées à l'énergie, au développement durable, des questions complexes d'énergie qui se posent, qui nécessiteront justement que l'intelligence humaine puisse être toujours là. Et donc, ça, c'est des métiers qui resteront, donc les métiers de la santé, les métiers de la biologie, les métiers de l'énergie, mais les métiers même de l'entretien et du développement des intelligences artificielles. Parce que quand le système est mis en place, il faut l'entretenir, il faut le maintenir, et ça va nécessiter justement qu'on ait derrière des ingénieurs, qu'on ait derrière des spécialistes de ces questions-là. Et ces spécialistes de ces questions-là travaillent étroitement avec donc des mathématiciens derrière et pourront le faire. Et donc pour s'approprier donc l'intelligence artificielle, il faut effectivement qu'on invite des personnes à même de pouvoir, on va dire, titiller voilà, les autres qui travaillent déjà là-dessus. Vous avez vu les annonces aux États-Unis. Donald Trump a décidé d'injecter 500 milliards de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle. Il y a eu ce sommet européen sur l'intelligence artificielle où il décide d'injecter
plus de 100 milliards d'euros. Oui. Donc, on regarde tout ça, mais malheureusement, pour le moment, dans nos différents pays, c'est timide. Oui. Et donc, si on veut justement saisir ces opportunités pour que le bouleversement de la structure du travail, le bouleversement de la structure de l'éducation et d'autres métiers, qu'on puisse être au rendez-vous et profiter justement du développement donc, de cette nouvelle discipline pour notre développement. Il faut investir dans la formation et il faut investir dans la recherche. Professeur, vous êtes un acteur de premier plan concernant l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir notre système éducatif pour permettre réellement à participer à notre développement? Parce que de plus en plus, on a l'impression, par exemple, quand on prend un domaine comme les mathématiques, au début, les gens n'avaient pas la même perception que c'est un domaine qui participe réellement au développement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une refondation même au niveau du système éducatif burkinabé? Oui, nécessairement. Et c'est ce qui a fait qu'à l'époque, quand on était au gouvernement, Oui. on a initié cette notion d'assise nationale sur l'éducation pour que tous les acteurs puissent réfléchir avec les communautés de façon à proposer un modèle. Donc ça a été fait, les rapports sont là. Mais je pense que les autorités actuelles ont pris à bras le corps le système, la question de l'éducation et ont une feuille de route pour pouvoir donc transformer notre système éducatif. Donc je pense que, espérons effectivement qu'elle puisse donc arriver à cela. Sinon, effectivement, c'est une nécessité, comme nous l'avons perçu et comme cela est perçu aujourd'hui par les autorités en place. Et donc, c'est une bonne chose que ce soit déjà perçu. Et donc, les initiatives certainement se mettront en place pour la transformation du système éducatif. Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix. Et puis, un système éducatif doit rester dynamique. Et rester dynamique et être à l'écoute du développement. Donc, du développement et de la dynamique donc, des transformations qui existent. Et donc, les réformes des systèmes éducatifs, ça doit se faire régulièrement. On doit avoir une cadence, on doit avoir des périodes, mais ça doit se faire. Professeur, est-ce que quand vous regardez les recherches au niveau de votre domaine, on peut parler de satisfaction? On est à un niveau acceptable comparativement à d'autres pays? Quel pays, par exemple? Des pays voisins, des pays qui sont tout autour de nous. Est-ce que dans ce domaine-là, au moins, on peut un peu souffler et taper notre poitrine quand même, au moins qu'il y ait une Pour ce évolution? qui est des mathématiques sont universelles. Ok, C'est-à-dire que les questions sur lesquelles nous planchons ici oui. sont peut-être des questions sur lesquelles des Japonais planchent, des Américains planchent, des Chinois, des Russes, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment, on ne doit pas se comparer à des pays voisins, à des villes voisines, mais on doit se comparer aux compétences au niveau mondial. Ok. Voilà. Et au niveau mondial en mathématiques, donc vous avez des repères. Donc les repères, ce sont donc certaines universités, ce sont la qualité de certaines revues, Oui. ce sont certains prix. Par exemple, en mathématiques, on a la médaille Fields qui est décernée chaque 4 ans au maximum 4 mathématiciens qui ont au maximum 40 ans et qui ont apporté une contribution significative au développement des mathématiques. Peut-être que nous aussi, on est en train de s'inscrire dans cette logique. Pourquoi pas un jour, vous faites partie de ces 4 aussi? Bon, donc je continue, je vais répondre à votre question. Oui. Et donc, on a ça déjà. Oui. Et on a aussi d'autres prix, dont le prix Abel, qui est décerné donc, à des mathématiciens pour récompenser toute la carrière. Donc, c'est donné à des personnes qui généralement ont entre 75 et 85 ou 90 ans et tout. Et malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun Africain n'a bénéficié de ces prix-là. Je pense que pour ce qui est du prix Nobel, on a un Sud-Africain qui en a bénéficié, c'est tout. Et donc, à partir de ce moment, je dirais qu'il y a des efforts à faire si on souhaite vraiment être au rendez-vous. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, malheureusement, on n'est pas au point. Ni nous, ni la sous-région. Je vais dire même l'Afrique. Donc, il y a des efforts à faire. Et pour cela, il faut investir. Il faut investir dans les jeunes. Il faut investir dans la recherche, dans la formation, donner des bourses à des étudiants qu'on considère suffisamment brillants pour qu'un jour on puisse le faire. Je vous raconte une anecdote. En 2014, moi j'ai été justement à Séoul en Corée, donc pour assister au Congrès international des mathématiciens.
Le Congrès international des mathématiciens est ce congrès qui se réunit chaque 4 ans, pendant lequel donc, la médaille Fields est décernée. Et quand on est arrivé à Séoul, donc quand on est allé le premier jour et même les jours suivants, donc au niveau des sites, au niveau du site donc où se tenait donc le Congrès international des mathématiciens, on a vu donc des jeunes Coréens donc qui portaient donc un t-shirt. Donc ça doit être des élèves du post-primaire et du secondaire, entre la 6e et la première ou la terminale. Donc choisi, il y avait des filles et des garçons dedans qui avaient des t-shirts rouges. Et puis derrière c'était écrit en anglais Dream Field Medals, rêver de la médaille Fields. Et ces enfants étaient là tous les jours et côtoyaient les anciennes médailles Fields, donc parce que les anciennes médailles Fields étaient présentes, ces personnes-là, et les nouvelles médailles Fields qui venaient d'être décernées, les côtoyaient, leur posaient des questions, et puis côtoyaient d'autres mathématiciens qui n'avaient pas la médaille Fields, mais qui étaient des mathématiciens de renom. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce pays-là est en train d'inculquer dans l'esprit de ces jeunes-là de rêver de cette médaille et de l'obtenir un jour. Donc, il y a des efforts à faire. Donc, ce n'est pas propre au Burkina Faso, comme j'ai dit, mais c'est propre à toute l'Afrique. Pour les mathématiques, malheureusement, on n'est pas au niveau parce que les critères, je les ai cités. On n'est pas au niveau, il faut qu'on le soit. Et au-delà de cela, même dans le domaine même du numérique, quand j'ai cité les géants du monde, vous avez les GAFAM, aucun pays, même l'Europe n'est pas dedans. Hein. L'Europe est à la traîne, mais ils ont des start-up qui montent, mais l'Europe est à la traîne, mais l'Europe est consciente. Donc elle essaie d'investir donc pour pouvoir rattraper. C'est pour ça qu'il y a eu, donc, après l'annonce de Donald Trump, ce sommet sur l'intelligence artificielle. Bon, je sais qu'il y a un sommet qui se tient actuellement, les 4 et 5, à Kigali, pour réfléchir à ça. J'espère que ça va donner quelque chose, mais je pense qu'il est temps. Donc, pour notre continent, et surtout pour ces organisations-là, qui existent depuis longtemps, comme l'Union africaine et autres, mais de travailler à ce que demain, l'Afrique puisse être au rendez-vous donc de ces innovations-là. Ouais, sinon, c'est assez dommage. Mais malheureusement, c'est lié à quoi? C'est lié à la faiblesse du financement donc de la recherche et aux choix qui sont faits. Et donc, il faut de bons choix. Donc, voilà la réponse à votre question que je donne. Je ne peux pas comparer les mathématiques au Burkina aux mathématiques dans la sous-région parce que ce n'est pas les bons repères, parce que les mathématiques sont universelles. On doit les comparer au monde. Et en comparant au monde, je dirais que toute l'Afrique là n'est pas encore au point. Okay. Professeur, on tire vers la fin de l'émission. Quel message vous a donné à ceux qui sont toujours réticents concernant les mathématiques? À vous écouter, c'est le début et la fin du développement. On ne peut pas s'en passer des mathématiques. Pas du tout, justement. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est espérer que cette émission permette donc, à certaines autorités et à certains décideurs, au commun du mortel, de comprendre l'intérêt des mathématiques et d'arrêter de dire ça ne sert à rien. Ça dépend des niveaux auxquels on est arrivé, mais les mathématiques interviennent à plusieurs niveaux et au fur et à mesure, on a besoin de mathématiques sophistiquées pour atteindre cela. Et j'espère que cette émission-là va permettre aux plus réticents, pas forcément d'aimer les mathématiques. On n'est même pas obligé, parce que les mathématiques, on les étudie tout le temps dans notre vie quotidienne, donc sans souvent le savoir. Mais amener donc ces personnes-là qui détestent entre guillemets les mathématiques à comprendre qu'on n'a pas le choix. Et à partir du moment où on n'a pas le choix, on doit travailler à faire en sorte qu'on ait une bonne communauté mathématique solide, dynamique, qui va nous permettre de fabriquer donc des intelligences qui vont nous permettre d'aller au développement. Au lieu de rester consommateur de tout ce qui est fabriqué, il faut qu'on arrive. Et ça aussi, ça participe de la souveraineté. Vous ne pouvez pas être souverain si vous dépendez totalement donc, des autres. Et donc, comme on est au niveau de l'Afrique, donc il y a cette revendication de la jeunesse africaine à la souveraineté, ce qui est légitime, que je soutiens avec toute mon énergie, ça va s'accompagner d'efforts. Et ces efforts-là, c'est à tous les niveaux. Les efforts intellectuels, les efforts de recherche, mais aussi des efforts de financement en priorisant, parce qu'il y a tellement de priorités. Donc, ça va demander aussi des efforts de financement donc, de nos États.
Donc, espérons que cette émission puisse contribuer donc, à éclairer. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas peut-être dit tout ce qu'il fallait dire, mais j'espère vraiment que l'émission permettra donc d'éclairer un peu et peut-être susciter des débats plus profonds, de façon à ce qu'on puisse s'inscrire donc dans le développement donc de notre pays et partant donc de l'Afrique tout entière. Et pour cela, je vous remercie donc pour cette invitation que j'ai beaucoup appréciée. C'est nous qui vous remercions, professeur. Chers spectateurs de la télévision Canal 3, on s'arrête ici aujourd'hui pour votre émission Ma part de vérité. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Puis au revoir et à la semaine prochaine.